La révolution est synonyme de massacre. Rappelons la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Les acteurs à l'origine de cette révolution sont pour la plupart des nobles, qui n'ont pas accepté que le roi Louis XVI réduise leurs privilèges dus à leur rang. La révolution a été un tournant catastrophique pour la France. Voici comment se comportaient les révolutionnaires mais également le peuple durant cette période sanglante et destructrice. Alors bonsoir à tous, bienvenue dans Histoire de France. Aujourd'hui, la vie au temps de la Révolution, deuxième partie. La vie de société. La vie de société, qui avait tenu une si grande place dans l'histoire du XVIIIe siècle, ne pouvait arrêter brusquement et s'arrêter avec la Révolution. Qu'une poignée de gens craintifs ou personnellement menacés eussent passé la frontière dès les premiers troubles, que d'autres eussent jugé prudent de se terrer dans leur château, voilà qui ne suffisait pas à changer radicalement la physionomie de Paris. Quelques salons étaient fermés, mais beaucoup d'autres restaient ouverts, la plupart déjà célèbres avant 1789. Littérateurs et philosophes se rencontraient toujours chez Madame Helvétius à Auteuil, comme chez Madame de Condorcet ou au jeudi de Madame Pancecroux. Les mondains continuaient à fréquenter chez la maréchale de Beauvau et chez Madame de Sabran le gracieux modèle de Vigné-le-Brun, tandis que la maison de Julie Talma, rue Chantereine, attirait l'élite des artistes avant d'abriter la lune de miel de Bonaparte et de Joséphine. Entre les salons politiques, quelques-uns d'origine plus récente, existaient des nuances d'opinion très marquées, bien qu'on se défendût encore de former des partis. De brillants causeurs favorables aux aristocrates tels que Rivarol ou Champcenetz, rédacteurs des Actes des Apôtres, se donnaient rendez-vous chez la marquise de Cambonnas, de futurs feuillants chez Adrien Duport, conseiller au Parlement, député de la noblesse de Paris. Des orléanistes chez Madame de Genlis, rue Neuve des Mathurins, dans un appartement bleu orné de baguettes dorées et de 18 000 livres de glace passant à bon droit pour être le salon d'attente du Palais Royal. Enfin, les patriotes allaient chez Madame Bailly, femme du maire astronome, et surtout chez Madame Necker, dont les jeudis réunissaient Sieyès, Parny, Condorcet, Grimm, Madame de Stel, Talleyrand, et dont les petits soupers d'un caractère plus intime comptaient chaque mardi 12 à 15 convives. En 1791 et 1792 seulement vont s'ouvrir des salons d'une couleur plus avancée. Ceux de Lucile Desmoulins et de Madame Roland, de Madame Daudin ou de Louise de Keralio, devenue la femme de l'avocat Robert. Autre lieu de réunion pour la bonne société, les expositions de peinture. Il y a foule au salon de 1789 où Durameau a envoyé l'esquisse des États généraux, le chevalier de l'Espinasse en vue de la halle au blé et David les amours de Paris et d'Hélène. Les expositions particulières de peintures et de sculpteurs, qui ne sont pas, comme on pourrait le croire, une invention de notre temps, sévissent déjà. C'est ainsi que le 31 octobre 1790, Houdon organise chez lui une présentation de sa statue d'écorché, fondue en bronze et destinée à l'Académie des Beaux-Arts. Grande solennité parisienne à laquelle est heureux d'assister l'écrivain allemand Gerhard de Haarlem, venu du fond de son Oldenbourg pour visiter la capitale. Il dit: à vrai dire, on ne voit pas grand-chose de la fonte. Elle semble n'être pour l'artiste qu'une occasion de montrer ses œuvres dans une éclatante lumière au regard du beau monde. Mais notre voyageur peut admirer les maquettes de Washington et du monument à Jenner, la frileuse, les bustes de Molière, de La Fontaine et de l'acteur Larive. Une visite analogue dans l'atelier de David au Louvre lui révélera le Brutus et le Serment des Horaces, que le peintre doit exposer au salon de 1791. Les séances académiques sont pour les amateurs de littérature des attractions non moins courues. Un autre voyageur allemand, Joachim Camp, que nous avons déjà rencontré sur la terrasse des Tuileries, nous décrit assez plaisamment la réception de l'abbé Barthélemy, l'auteur du Jeune Anacharsis, pour laquelle Marmontel, secrétaire perpétuel de l'Académie française, lui a envoyé une carte le 25 août 1789. Rien ne lui sert d'arriver 1h30 à l'avance, la salle était déjà bondée. Nous eûmes la plus grande peine à faire quelques pas et à prendre pied, dit-il.
Je m'exprime mal car il nous fut impossible de nous fixer solidement à une place. Toute cette masse humaine, juchée sur les orteils, subissait les oscillations constantes entretenues par l'incessante poussée des nouveaux arrivants. L'un portait l'autre et était lui-même porté par les autres. Les personnes les plus petites planaient, pour ainsi dire. Si l'une des parois de la salle eût cédé, toute l'assemblée serait tombée sur le nez. Il faisait très chaud, le soleil dardait ses rayons sur les hautes fenêtres et chacun cuisinait dans son jus bien avant que l'éclat des 40 n'illuminât la salle. Suit un éloge des dames françaises capables d'endurer les pires supplices par amour de la littérature. Ces martyrs de l'esprit et de la science, à chaque mot ingénieux dont messieurs les académiciens s'efforçaient d'émailler leur discours, oubliaient la position pénible dans laquelle elles se trouvaient. Les mouches de leur visage fondaient à cause de la chaleur de la salle ou à cause de leur sympathie. Leurs joues brûlaient, les yeux étincelaient. Leurs mains ne cessaient d'applaudir et de leurs bouches délicieuses sortaient constamment des « Ah, bravo !»« Ah, que cela est bien dit !»« Ah, c'est si charmant !» Ne croyait-on pas assister à l'un de ces galas académiques qui font encore les délices des Parisiennes du XXe siècle, à la réception d'un Paul Valéry ou d'un Léon Bérard? Mais nous n'en sommes hélas qu'à l'abbé Barthélemy. Comment les charmes sévères du jeune anarchiste peuvent-ils à ce point troubler les femmes? Si Paris garde quelques distractions, la vie de société ne chôme pas davantage en province, au moins tant que la situation y demeure à peu près supportable. On donne encore des réceptions dans la plupart des grandes villes et les nouveautés politiques viennent même parfois les corser d'incidents assez pittoresques. À Bordeaux, par exemple, dans les premiers mois de 1789, il y a bal, certains soirs chez le président du Parlement, Michel de Gourges, qui va bientôt marier sa fille. La fête bat déjà son plein lorsqu'on voit arriver 4 singuliers personnages vêtus à la façon de Pourceaugnac et galonnés de parchemin. Bien qu'il n'ait pas d'invitation, ils demandent à être reçus, se donnant pour des députés de la noblesse. Le maître de maison consent et est le premier à rire de leurs propos. Mais notre quatuor disparaît pour revenir presque aussitôt, déguisé en député du tiers-état. Changement d'allure et de langage. En conservant le ton du peuple, ils ont dit des choses les plus spirituelles et ont fait regretter à la société de ce qu'ils n'ont pas eu la fantaisie de représenter le clergé. On a pu deviner les personnages de cette ingénieuse mascarade. Alors ça, c'est chez Michel Létier, les débuts de la Révolution à Bordeaux, d'après des tablettes manuscrites de Pierre Bernardoux, qui faisait partie, Bernardoux, de la Société de l'Histoire de la Révolution. Donc, ils n'ont pas eu la fantaisie de représenter le clergé. On a pu deviner les personnages de cette ingénieuse mascarade. Avouons que la jeunesse bordelaise, en ce début de révolution, ne semble pas avoir le vin triste. D'un caractère plus intime et plus grave furent les petites soirées marseillaises que Barbaroux évoque avec tant de plaisir dans ses mémoires. On se réunissait le dimanche soir entre jeunes gens du même groupe et femmes aimables de la société pour bavarder, dire des vers, agiter 1000 et 1000 questions, se griser du charme de la parole en bons méridionaux qu'on était. Jamais on ne se séparait avant minuit, dit l'un des protagonistes. Et quelquefois le soleil nous retrouvait parlant encore le Platon, d'Horace, de Newton, des qualités des chiens et des chats, ceux-ci beaucoup aimés par Crébillon, détestés par Buffon, des nouvelles publiques qui n'étaient pas alors la nomenclature d'assassinat et de l'amitié divinité qu'on adore partout mais qu'on ne connaît pas plus que les autres dieux. Dans une autre grande ville du Midi, Montpellier, l'existence mondaine reste assez brillanteille. Pendant l'hiver de 1789-1790, si nous en croyons Pierre-Louis Pascal Julian, qui fait alors là-bas son droit, 2 troupes d'amateurs, l'une composée de nobles, l'autre de bourgeois et de commerçants, se piquent d'émulation pour monter des spectacles. Beaucoup de salons sont demeurés très hospitaliers, notamment celui du comte de, qui donne encore de fort beaux bals. Mais au cours de l'un d'eux se produit un incident de nature à troubler les esprits. Au milieu de la fête, le chef du Parti populaire, que Julian ne veut pas nommer, mais qui pourrait bien être Cambon, arrive avec des nouvelles fraîches et l'imprudence accoutumée de ses manières. « Savez-vous bien, messieurs le comte, que votre autorité est foutue et qu'il ne vous reste rien de mieux qu'à faire que de foutre le camp ? Les invités sont indignés, veulent jeter le malotru par la fenêtre, mais le comte les en empêche et répond. Je partirai quand le service du roi n'exigera plus ici ma présence et que ses ordres me rappelleront.
La phrase ne manquait pas d'allure, mais il n'en était pas moins vrai que la scène avait fait scandale et que le bal se termina dans une atmosphère de malaise. Bientôt, l'agitation de Paris allait gagner la plupart des grandes villes, arrêtant net tous les plaisirs mondains, et c'était peut-être ce soir-là que les élégantes de This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Montpellier venaient de danser leur dernier menuet. Alors, maintenant, nous allons aborder les cafés et théâtres parisiens. Époque bénie pour les cafés que cet été de 1789, où le soleil brille, où les têtes s'échauffent et où la soif de la liberté brûle les gosiers comme elle enflamme les cœurs. Nous avons déjà pu noter, en suivant le marquis de Ferrières au Palais Royal, combien ce paradis offrait de tentations aux amateurs de bière anglaise, de bavaroise et de ratafia. Pas une arcade de galerie sans quelques enseignes renommées. Au coin du passage du perron, voici l'entrée du fameux caveau, devant laquelle on se bouscule jusqu'à 2 heures du matin. Tout près, le café de Chartres ou de Conti, la grotte flamande et sa bière exquise, le café italien avec son poêle de faïence en forme de ballon. Du côté de la rue des Bons Enfants, le café de Valois, où les feuillants viendront lire le journal de Paris, tandis que les Jacobins, Chabot et Collot d'Herbois, en tête, fréquenteront le café Carassa. Et gardons-nous bien d'oublier l'ingénieux café mécanique, où le moka monte dans les tasses par le pied creux des guéridons. Première idée du chauffage central, ni surtout le vétéran, le doyen, l'illustrissime café de Foix, qui est, a-t-on dit, au Palais Royal ce que le Palais Royal est à Paris. L'établissement le plus couru, avec ses beaux salons dorés et son pavillon dans le jardin. Le café de Foix, dont le patron Jousserand recommande à ses clients certaines eaux-de-vie d'Andaille qui pourraient bien venir de Suresnes. Et certaines liqueurs des îles qui, d'après les mauvaises langues, seraient tout simplement fabriquées au faubourg Saint-Germain. Mais si l'hospitalier que soit le domaine du duc d'Orléans, il n'a pas le monopole des restaurants et des cafés. Chaque coin de Paris possède les siens. Sur la rive gauche, le café Zopi, dernière incarnation du célèbre Procope, rue de Tournon. Le café des Arts, point de ralliement des purs du quartier de l'Odéon, rue de Sèvres. Le café de la Victoire, qui attire plutôt les modérés. Après être passé place Dauphine devant le café Conti et à la descente du Pont-Neuf, devant le café Charpentier, dont le propriétaire est le beau-père de Danton, vous trouveriez place de l'école le café Manoury, port d'attache diurne et surtout nocturne de Rétif de la Bretonne. Sur la rive droite, à la Régence, on adore encore Lafayette, tandis que rue du Roule, au café de la Monnaie, on le brûle en effigie. Aux Tuileries, sur la terrasse des Feuillants, on a muré les fenêtres du café Otto qui prenait vue sur le jardin pour empêcher les tricoteuses de loucher du côté du palais. Et combien d'autres établissements encore, depuis le café de Jean Bart et du Père Duchesne, singulière collaboration, jusqu'à l'aimable café des Bains Chinois, tenu par Madame Baudret, depuis le café de la Porte Saint-Martin, fréquenté par des gens paisibles, jusqu'au café Godet, boulevard du Temple, dont le patron, capitaine de la garde nationale, se prend un jour de querelle avec un officier de chasseurs, attrape une balle dans le ventre et voit piller son matériel par une troupe d'énergumènes. Il y a des cafés pour tous les goûts, pour toutes les bourses, pour toutes les opinions aussi, puisque chacun d'eux a son drapeau. Aristocrates ou jacobins, on juge désormais les hommes d'après l'établissement où ils vont prendre leur moka, tout comme on jugeait à Athènes qu'un citoyen professait les sentiments d'Aristote ou de Zénon. Suivant qu'il fréquentait le lycée ou le portique. Le conflit des idées expose bien nos limonadiers à quelques risques professionnels. Quand la discussion s'envenime, tasses et soucoupes volent en l'air. Mais du moins y gagne-t-il une clientèle assidue et l'époque reste bonne pour eux en ce qui concerne les gains. Ce n'est pas en vain qu'on a lancé sur le pavé de Paris et qu'on tient chaque jour loin de leur domicile et de la plupart du temps assez oisifs les milliers de gardes nationaux dont le café du coin devient rapidement la cantine, sous le bonnet à poil ou le chapeau à cocarde. L'habitude du petit verre est bientôt prise et les civils ne sont pas longs à s'accorder les mêmes douceurs. Les femmes elles-mêmes suivent l'exemple. Jusqu'alors, on ne les voyait que très rarement à l'intérieur des cafés. Mais pourquoi se gêneraient-elles ? Les droits de l'homme, dont leurs maris et leurs amants sont si fiers, méritent bien d'avoir une contrepartie. Et c'est tant mieux pour un genre de commerce qui va devenir indispensable à la vie de la capitale. Ainsi, avec les temps nouveaux, les cafés connaîtront de beaux jours. Des conquêtes de la Révolution, ils seront peut-être la seule qui sera goûtée par tout le monde.
Les gouvernements pourront changer, jamais ne diminuera la vogue de ces agréables maisons ouvertes à la flânerie, au bavardage, et où chacun se croit chez soi, tout en se mêlant à la foule. Demain, comme hier, elles resteront l'une des grandes attractions de Paris. Pourquoi la Révolution n'a-t-elle pas également porté chance au théâtre? Dans ce domaine, il faut avouer que son influence fut exécrable, rien ne dépassant la sottise des productions servies au public de 1790 à 1795. Et jamais, pourtant, ce dernier ne se montra plus friand de spectacles, comédies, pièces de circonstances, bouffonneries jacobines, parades ou ballets civiques. Ils applaudissaient tout de confiance, parfois 4000 personnes montant sur fauteuils et banquettes se prenaient les mains pour former une sorte de chaîne humaine depuis le parterre jusqu'aux galeries. Se mettaient à danser sur place et suivant le rythme des chœurs, chantaient de leurs 4000 voix le même refrain patriotique. Dans ce délire, les pires inepties pouvaient passer pour des chefs-d'œuvre. Ni les Jacobins à tout crin qui venaient de s'asseoir au théâtre avec leur pipe entre les dents et leur coiffure en peau de renard, ni leurs compagnes débraillées à la tête près du bonnet et au bonnet souvent de travers, n'étaient à même de goûter autre chose que des spectacles vulgaires. On trouvait la pièce réussie quand elle était agrémentée d'un vocabulaire poissard ou de stupides déclamations. Ce n'est pas du même coup que la scène française avait connu pareille déchéance. Au début de la Révolution, le public s'était contenté de chercher dans les œuvres qu'on lui montrait la reprise du Brutus de Voltaire et surtout de Charles IX de Marie-Joseph Chénier. Des allusions plus ou moins transparentes aux événements récents. Quelques bravos avaient salué le 4 novembre 1789 les tirades évoquant l'horreur de la Saint-Barthélemy, annonçant l'écroulement des Bastilles affreuses, le châtiment des mauvais rois. Les attentats des rois ne sont pas impunis. Du coup, le théâtre français avait fait le grand maximum, les loges avaient été louées pour 11 représentations et en 5 soirs, les comédiens avaient encaissé 15 000 livres. Monté ensuite dans les petits théâtres grâce à la suppression des privilèges, le drame avait connu le même succès devant les collets gras du boulevard. Public enthousiasme et d'une éducation moyenne, si l'on en juge par les placards qu'on s'était vu forcer d'accrocher dans les couloirs de l'établissement. Vous êtes priés, messieurs, d'ôter vos bonnets et de ne pas faire vos ordures dans les loges. L'année suivante, les productions nouvelles sont déjà beaucoup plus médiocres. Quand l'Allemand Halem vient passer chez nous le tome de 1790, il occupe ses soirées en allant écouter Socrate ou le régime des anciens temps de Collot d'Herbois et les rigueurs du cloître de Fiévé qui donne le théâtre de Monsieur, le baron de Trinques et l'auto-da-fé ou le tribunal de l'Inquisition. Que Gabiot fait rejouer à l'ambigu, ainsi que la dernière pièce montée au théâtre français, Nicodème dans la Lune ou la Révolution pacifique, qui est écrit par Beffroi de Régny. Dit le cousin Jacques. Il serait imprudent d'affirmer que le voyageur ait gardé de ses élucubrations et ses médiocrités un souvenir bien enthousiaste. Mais la crise ne fait que commencer. C'est avec la terreur qu'elle prendra du tout son développement. Alors, sur les scènes grandes et ou petites, on verra représenter chaque soir des pièces dignes de Charenton et dont les seuls attraits seront ou leur liberté crapuleuse ou leur verbiage démagogique. Veut-on quelques exemples? Voici d'abord une comédie de mœurs qui s'intitule L'époux républicain. Voilà de quoi ça parle. Un mari, mécontent de sa femme, le dénonce au comité révolutionnaire et la fait guillotiner. Au moment où le rideau baisse, la salle croule sous les acclamations et l'auteur déclare au public « Je suis sûr qu'il n'y a pas parmi vous un seul mari qui ne soit prêt à faire comme mon époux républicain. » Que doivent penser les spectatrices de ce petit couplet final? Une pièce à grand spectacle maintenant. Le jugement dernier des rois, œuvre de Sylvain Maréchal. Dans une île peuplée de sauvages qui connaissent d'ailleurs les vertus, les principes révolutionnaires, ils ne savent même pas lire et écrire, mais ils connaissent la Déclaration des droits de l'homme, tous les souverains de l'Europe arrivent enchaînés. Un seul manque à la collection Louis XVI, mais il a une excuse légale, car il vient d'être guillotiné. Comme ils ont tous une faim terrible, on jette contre eux un morceau de pain, chacun se précipite pour le ramasser et l'affaire tourne au pugilat.
Le pape Pie VI lance sa tiare à la tête de Catherine II, qui répond par un coup de sceptre et brise la croix pontificale. Le roi d'Espagne perd son nez de carton, mais au plus fort de la bataille, le volcan de l'île fait éruption et engloutit tout ce beau monde. Voilà la question monarchique définitivement réglée par le spectacle. Inutile d'aller plus en avant dans un fatras de productions aussi niaises les unes que les autres. Mascarade anticléricale qui s'appelle l'abbé mise au pas, la papesse, au bas la calotte, stupide invention littéraire comme le mariage de Jean-Jacques Rousseau ou naïve apothéose comme la prise de la Bastille, hérodrame tiré des livres saints. Aux auteurs de cette littérature, le Moniteur a dit leur fait. Il semble que ce soit une conspiration payée par Pitt et Cobourg pour faire tomber dans l'avilissement le théâtre français, lui arracher sa gloire. Si justement acquise et priver l'art dramatique des moyens puissants qu'il avait de consolider la Révolution. Encore si l'on avait gardé le respect des anciens chefs-d'œuvre, mais quand de loin en loin ils reparaissent sur l'affiche, ils sont si bien défigurés qu'on a du mal à les reconnaître. On a échopé Molière parce qu'il employait le mot valet de chambre. On a coupé dans le Mahomet de Voltaire les distiques indésirables et pour égayer Racine, on a glissé froidement dans Athalie, la cérémonie du malade imaginaire. Tout n'est pas encore dit. Si un auteur doit trouver grâce devant l'esprit nouveau, c'est évidemment Beaumarchais, qui a été l'un des premiers à railler la noblesse et à ébranler la monarchie. Or, le mariage de Figaro, son œuvre la plus audacieuse, cette bombe à retardement dans laquelle Napoléon verra de la Révolution déjà en action, le mariage de Figaro lui-même sera interdit certains jours par une ville franchement jacobine. Marseille. On reprochera à la pièce de montrer des personnages rappelant d'orgueilleux préjugés des maximes du despotisme et des distinctions antisociales, d'exiger des costumes injustement proscrits, bref, d'être immoral et indigne de fixer les regards des républicains. Après cette telle énormité, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. La sottise du théâtre sans culottiser, et ne peut se révéler plus clairement. Et c'est pourtant à ce pauvre théâtre que Paris est venu demander une distraction, un réconfort, en des heures particulièrement graves. C'est lui qui a soutenu le moral d'un nombre infini de gens simples, avides d'oublier un peu de cruauté des événements, la misère, les inquiétudes, de contempler d'autres spectacles que les boulangeries sans pain et les marchés déserts. Si plates, si ridicules fussent-elles, toutes ces pièces qu'on jouait chaque soir apportaient un peu d'illusion. Pour cette raison, on doit leur pardonner beaucoup. Elles ont servi de dérivatif aux soucis de la vie quotidienne, mais pas plus. Maintenant, nous parlerons de la Révolution et la mode. Ce sont les culottes longues et les gilets courts qui ont fait la Révolution, a écrit Norvin au XIXe siècle. Et la formule, bien qu'un peu sommaire, contient une petite part de vérité. Dès les dernières années de l'Ancien Régime, des modes plus simples, un ton plus libre, annoncent que le monde va changer. La génération de Louis XV aurait-elle jamais prévu qu'on oserait un jour se présenter dans les salons autrement qu'en habits brodés, en culottes courtes et en bas blancs? Tel est pourtant l'affreux exemple que donne maintenant la jeunesse. On voit des élégants arborer non seulement le chapeau rond et la redingote à l'anglaise, mais le pantalon de casimir, souvent aggravé par des bottes. Quelle impudence, pensent les douairières. Sans culottes, ils sont sans culottes. Le mot va bientôt faire fortune en prenant naturellement une signification toute différente. Le beau sexe, de son côté, a renoncé aux amples paniers et aux longues traînes. Il porte des jupes presque plates et des corsages nommés pierrots, sorte de petites casaques relevées en pointe par derrière. Un homme qui n'est pas de la partie, mais qui connaît doublement les femmes, comme poète et comme abbé, Jacques Delille, a déjà remarqué ce détail. Chez les graves romains qui nous s'en peindraient, Cornélie en pierrot et César en gilet. Il pourrait également noter que les talons sont devenus moins hauts, les coiffures moins extravagantes et que les poufs au sentiment, ces laborieux échafaudages où l'on plaçait parfois tout un jardin, toute une ménagerie, toute une flotte au risque de chatouiller les lustres, connaissaient un déclin mérité. Les Parisiennes de 1789 semblent vouloir échapper aux tyrannies de la mode, se libérer, s'émanciper, mais par une contradiction bien féminine. Dès que la Révolution éclate, on les voit s'habiller à l'ordonnance, adopter une sorte d'uniforme. En quelques semaines, le tricolore s'est imposé. Il fait fureur non seulement sous les galeries du Palais Royal, mais dans la meilleure des sociétés.
Pas une pièce de la parure qui ne lui emprunte sa note joyeuse. Les robes à la circassienne, rayées des couleurs nationales, exigent des souliers de même nuance. Un bonnet piqué de la cocarde et entre les plis du fichu, un gros bouquet où les pâquerettes se marient aux bleuets et aux coquelicots. Les titres des toilettes en vogue sont d'ailleurs significatifs. Voilà la robe à la Camille française, créée par Madame Teilhard, et mieux encore, la mise à la Constitution chez les Goncourt, nous décrit avec tant de minutie. Ah, voilà ce qu'ils disent. Bonnet demi-casque, de gaze noire, fichu en chemise de linon, allant se perdre dans une ceinture macara, dont les franges sont aux couleurs de la nation, et robe d'indienne très fine, semée de petits bouquets blancs, bleus et rouges. On lance également le négligé à la patriote, qui comporte une redingote bleue de roi, un col rouge liseré de blanc, deux petits collets bordés de rouge, des poignets blancs et une jupe blanche. Ce tricolore universel ne connaîtra guère qu'un rival, l'écarlate, qui s'appellera volontiers après la tragique affaire du 23 juillet, couleur sang de Foulon. Comme nous sommes déjà loin de la palette versaillaise, des nuances cheveux de la reine et caca dauphin, dans le bouleversement des modes, les bijoux sont devenus très simples. Après le grand élan des dons patriotiques qui a vidé l'écrin des élégantes au profit du trésor public, peu de femmes oseraient se parer encore de bagues ou de colliers précieux. On les a remplacés par des rocamboles, des bijoux en cuivre doré, des alliances ayant pour devise la nation, la loi, le roi, des boucles d'oreilles de verre imitant le cristal, de roche, et surtout par les nombreux bibelots fabriqués en pierre de la Bastille, chatons de bagues, médaillons, breloques, que chacun porte avec orgueil, comme si un petit morceau de prison constituait le plus bel insigne d'un peuple libre. Le médaillon de Madame de Genlis est sans doute le chef-d'œuvre du genre. Sur un fragment poli de la fameuse pierre, elle a fait graver en brillant le mot liberté. Au-dessus, le soleil du 14 juillet, plus bas la lune avec la forme exacte qu'elle avait le soir de la grande journée. Autour, une guirlande de laurier composée d'émeraudes et attachée par une cocarde en petits germes de 3 couleurs. Tout cela parce qu'elle est la maîtresse du duc d'Orléans. L'arsenal féminin des premières années de la Révolution réserve également une large place à l'éventail. Mais adieu les mythologies et les pastorales galantes dans la manière du boucher. Adieu les montures d'ivoire, de nacre ou d'écaille qui donnaient en se dépliant l'illusion de grands papillons d'or qui cachaient assez discrètement les mines bien maquillées de ces belles du XVIIIe siècle. Il faut se contenter maintenant de pauvres éventails de bois, de simples feuilles de papier décorées d'enluminures naïves. On se rattrape par les sujets, presque toujours d'actualité, et qui forment dans la main des femmes une sorte de chronique vivante. Voici les États généraux, voici la garde nationale, Bailly, Mirabeau, Lafayette. Rien de plus plaisant que toutes ces petites images battant l'air au bout de jolis petits doigts. Sur la terrasse des Tuileries ou chez les glaciers à la mode. Et puis on peut ainsi montrer ses préférences, suivant qu'on est une patriote ou une demi-convertie. C'est de Necker ou bien du roi qu'on implore un peu de fraîcheur. Mais les idoles de la veille seront peut-être abandonnées le lendemain. La popularité est si fugitive, autant on emporte le vent. La suite charmante des gravures de Duhamel nous montre l'évolution des robes et des chapeaux pendant les premières années de la Révolution. C'est au moment de la Fédération que la vogue du tricolore semble connaître son apogée. Il est devenu l'obligatoire leitmotiv des moindres accessoires de la toilette, depuis les gants jusqu'aux jarretières. On en parle les enfants eux-mêmes qui se promènent dans la rue déguisés en petits patriotes ou en petits gardes nationaux sous l'œil ému de leurs parents. Plus que jamais, la cocarde triomphe. La gentille cocarde qui se fabrique en soie, en bassin ou en cuir verni, suivant un procédé nouveau du chapelier Beau, rue Saint-Denis. Quant au chapeau, il reste assez grand, avec une haute calotte, les bords arrondis en abat-jour et d'amusantes garnitures de plumes et de rubans aux 3 couleurs. Ainsi, les femmes du monde se coifferont encore l'année suivante et ne croyez pas que les questions de mode vont les passionner moins que jadis. Au printemps de 1791, on pourra en trouver la preuve dans la correspondance d'un jeune ménage fort bien né, le marquis et la marquise de Mesmont. Tandis que son époux est retenu à Paris par d'interminables démarches, la petite marquise bâille d'ennui dans son château des Ardennes et réclame à grands cris l'absent.
Qu'imagine celui-ci pour la faire patienter? Il court chez la modiste et se dépêche d'écrire. Ma chère petite amie, je rassemble tes commissions et je n'oublierai rien. Je t'ai acheté un joli chapeau à la dernière mode qu'on appelle à la liberté, et comme les rubans gommés se gâtent à la pluie, j'y ai fait mettre un joli bourdalou d'or avec des franges qui est du plus beau et du plus solide. Et la chère petite amie de répondre. Je te remercie bien de la complaisance que tu as et du joli chapeau que tu m'as acheté. En vérité, tu es un homme charmant. Ta petite femme qui t'aime à la folie, etc., etc. N'empêche que ce chapeau à la liberté, acheté le 6 mai 1791 par un authentique gentilhomme, montre bien que le tricolore n'a pas encore trop mauvaise presse, même dans les salons de province. La Révolution ne transformera vraiment la mode, ou plus exactement ne la ruinera, qu'après le triomphe des Jacobins. Alors, toute son ancienne clientèle étant dispersée ou singulièrement appauvrie, le commerce qui vivait de l'élégance sera contraint de fermer boutique. Plus de travail pour les couturières, ni pour les modistes, ni pour les 1000 petits métiers auxquels s'adressaient leurs commandes. Brodeuses, piqueuses, dentelières, plumassières, formières, garnisseuses, autant de vaillantes petites mains condamnées à se tourner les pouces. Et même débâcle dans les industries masculines de l'habillement. Les tailleurs, les chapeliers, les bottiers débaucheront leur personnel, pauvre monde qui devra s'employer à des besognes de misère, allant remuer la terre du champ de Mars, perdre bêtement en quelques mois une habilité professionnelle qu'ils ne retrouveront jamais plus. Ce côté de la crise est navrant. Je ne sais si je m'abuse, écrira bientôt un homme qui n'aime pourtant pas le luxe, mais je ne serais pas étonné que dans 20 ans ne se trouvât pas un seul ouvrier à Paris qui sût faire un chapeau ou une paire de souliers. L'auteur de l'aveu n'est pas suspect, il s'appelle simplement Marat. Désormais, la mode révolutionnaire n'offrira guère que deux nouveautés, la carmagnole et le bonnet rouge. La carmagnole n'est en somme que la tenue courante des ouvriers, telle que plusieurs villes la connaissent et telle qu'on la voit notamment dans la région du Midi. Les volontaires marseillais de 92 ont fait adopter à Paris le nom qu'ils lui donnaient eux-mêmes. Comme en Carmagnola, petite forteresse piémontaise des environs de Turin, est-elle à la fois devenue la marraine d'un chant populaire et d'un uniforme civique. Mystère des migrations italiennes et fortune étrange de certains mots. Telle qu'elle est pendant la terreur, la carmagnole consiste en une courte veste de laine de drap sombre, s'arrêtant à la hauteur des hanches et légèrement arrondie par derrière. Elle s'accompagne le plus souvent d'un pantalon de même étoffe ou en coutil à rayures tricolores, d'un gilet rouge champ, de bœuf et de démocratiques sabots. Ainsi accoutré, le patriote sera sûr d'être accueilli par les murmures flatteurs quand il se rendra à son club ou se promènera dans la rue. Peut-être même fredonnera-t-on derrière lui l'un des couplets de la chanson fameuse. Oui, nous nous souviendrons toujours des sans-culottes des faubourgs, à leur santé buvons, vive ces bons lurons. Dansons la carmagnole, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son du canon. Sur l'origine du bonnet rouge, beaucoup de sottises ont couru. Des historiens ont charitablement insinué que la République l'avait emprunté au forçat dont c'était alors la coiffure. Les Suisses, révoltés du régiment de Châteauvieux, ayant été graciés par l'Assemblée législative et solennellement fêtés à leur retour du bagne, le 15 avril 1792, les citoyens de la capitale auraient adopté le bonnet rouge en leur honneur. C'est oublier qu'il servait le symbole depuis la première année de la Révolution et que l'estampe populaire le mettait déjà à toutes les sauces. Aussi bien quand elles imaginaient le 2 novembre 1789 la pompe funèbre du très haut et très puissant et très magnifique Seigneur le clergé que lorsqu'elles représentaient le 18 juillet 1790 les illuminations des Champs-Élysées ou la salle de bal en plein air sur l'emplacement de la Bastille. 3 mois plus tôt, le même emblème piqué sur un fer de lance se dressait également au milieu du champ fédératif de Lyon. Il n'était pas un coin de France où l'on ne connut le bonnet rouge, vieux symbole de la liberté dont s'étaient servis les Romains quand ils affranchissaient leurs esclaves. Et Paris n'avait pas besoin du régiment de Châteauvieux pour arborer une coiffure qu'ils avaient déjà dans les yeux avant de la mettre sur sa tête. Une des premières occasions où l'on porta officiellement fut la pompe funèbre de Voltaire en juillet 1791. Le marquis de Villette a soin de noter dans sa description de la cérémonie. Voilà ce qu'il écrit.
Les clubs, les sociétés fraternelles, les braves des faubourgs, armés de piques, appelés nouvellement bonnets de laine. Et il précise. Depuis que la France a recouvré sa liberté, cette coiffure est la couronne civique de l'homme libre et du français régénéré. On sait le rôle qu'elle allait jouer durant toute la suite de la Révolution. Pas plus que la Carmagnole, elle ne fut jamais régulièrement imposée. Robespierre et Saint-Just n'en voulurent pas pour eux-mêmes. Mais combien d'autres montagnards, depuis Bourdon de l'Oise jusqu'à l'ex-capucin Chabot, l'adoptèrent avec enthousiasme. À partir de l'an 2, on peut dire que son usage est devenu à peu près général, non seulement dans les clubs parisiens, mais dans les moindres sociétés populaires de province. Les bulletins de la Convention sont remplis d'adresses de petites villes annonçant que leurs habitants ne portent plus que le fameux bonnet. Et comment pourrait-on résister quand on le voit figurer partout ? Sur la hampe des drapeaux, sur le clocher des églises, sur les placards officiels, sur les en-têtes gravées des lettres et sur les boutons de gilet, les bagues, les boucles d'oreilles. Son triomphe est universel. Les gens les plus sérieux s'emparent comme d'une auréole et l'académicien La Harpe ne fait jamais son cours au lycée sans orner son crâne de vieux singe du patriotique couvre-chef. Jalouses de voir les hommes si beaux, les Parisiennes voudraient bien se mettre à l'unisson. Elles se déguisent en bellonne, en amazone d'opérette. La plus enragée de toutes est Théroigne de Méricourt, qui s'exhibe avec un chapeau à la Henri IV sur l'oreille, un long sabre au côté, 2 pistolets à la ceinture et une cravache à la main, mais une cravache dont la pomme est formée d'une cassolette d'or remplie de sel et d'aromates en cas de défaillance et pour neutraliser l'odeur du peuple, disait-elle. Cette précaution ne lui sera peut-être pas inutile le jour où son éloquence, la foule opposera des arguments frappants sur la terrasse des Tuileries. Au vrai, beaucoup de femmes non moins folles mériteraient la même correction. Le 27 Brumaire en 2, une troupe de jeunes beautés coiffées du bonnet phrygien et armées jusqu'aux dents se présente à la barre du conseil de la commune. Leurs carmagnols et leurs pantalons causent une sensation prolongée parmi le public des tribunes. Mais les membres de l'Assemblée ne goûtent pas la plaisanterie et le procureur Chaumette y va d'une mercuriale qui ne manque pas d'une certaine saveur. Femme imprudente, que voulez-vous devenir des hommes? N'êtes-vous pas assez bien partagés? Que vous faut-il de plus? Vous dominez sur nos sens, le législateur, le magistrat sont à vos pieds. Votre despotisme est le seul que nos forces ne puissent abattre parce qu'il est celui de l'amour et par conséquent l'ouvrage de la nature. Au nom de cette même nature, restez ce que vous êtes, et loin de nous envier les périls d'une vie orageuse, contentez-vous de nous les faire oublier au sein de nos familles, en reposant nos yeux sur le spectacle enchanteur de nos enfants heureux par vos tendres soins. On ne saurait plus gentiment renvoyer ces dames à leurs fourneaux, ni à leur faire mieux comprendre que le mot sans-culotte ne s'emploie pas au féminin. Parlons maintenant du français tel qu'on le parle. La Révolution pourrait dire, comme plus tard Victor Hugo, « Je suis un bonnet rouge au vieux dictionnaire ». Mais ce premier essai fut beaucoup moins heureux que le second. Rien de plus franchement insupportable que la langue empoulée des hommes de 93. Rien qui ressemble moins au style léger, souple, vivant, tout en nuances et en saillies, qu'avait si longtemps connu le XVIIIe siècle. Non seulement l'emphase est de rigueur à la tribune, mais elle se glisse dans la conversation courante, même dans les propos des petites gens. Parce qu'on admire l'Antiquité, on s'exprime en termes pompeux, comme des cuiristes de collège. Parce qu'on est des disciples de Jean-Jacques, on emprunte aux tirades de l'Émile et du contrat social, non pas ce qu'elles ont d'admirable, mais leur redondance pleurnicharde, leur énervante sensiblerie. Faites alterner cette rhétorique avec l'argot des Halles, le style du Moniteur avec celui du Père Duchesne, et vous aurez une étrange mixture, le français tel qu'on le parle durant la Révolution. Son étude appartient plutôt à l'histoire littéraire qu'à la chronique des mœurs. De la métaphose du langage, retenons seulement le tutoiement égalitaire. L'emploi obligatoire du mot de citoyen et la manie de débaptiser tout ce qui rappelle la religion ou l'Ancien Régime. Il est assez piquant de noter que bien avant de passer dans l'usage, l'idée du tutoiement général fut lancée par une femme de qualité doublée d'un bas bleu. Louise de Keralio, fille du chevalier Guinement de Keralio, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et femme de l'avocat liégeois Robert. Ce fut elle qui la première suggéra de mettre le « vous » en quarantaine le 14 décembre 1790 dans un article du Mercure national dont elle était la rédactrice en chef.
Le projet dut faire sourire alors. Nous n'en entendrons plus parler que 3 ans plus tard, quand une délégation des sociétés populaires parisiennes viendra le soumettre très sérieusement cette fois et avec un grand luxe d'arguments à l'examen de la Convention. Voilà ce qu'ils disent. Nous distinguions 3 personnes pour le singulier et 3 pour le pluriel, disent les pétitionnaires. Et au mépris de cette règle, l'esprit du fanatisme, d'orgueil et de féodalité nous a fait contracter l'habitude de nous servir de la seconde personne au pluriel lorsque nous parlons à un seul. Beaucoup de mots résultent de cet abus. Il entretient la morgue des pervers et l'adulation, sous le prétexte du respect, éloigne des principes des vertus fraternelles. Une conclusion s'impose, rendre le tutoiement obligatoire. De là, l'orgueil, moins de distinction, moins d'intimité, plus de familiarité apparente, plus de penchant à la fraternité, conséquemment, plus d'égalité. L'Assemblée se laisse convaincre. Elle ne rendit pas le décret, mais elle inséra la pétition dans son bulletin avec mention honorable et l'opinion publique fit le reste. L'emploi unique du singulier n'avait-il pas pour lui l'auguste exemple des Romains ? Tu coq, avait dit César, et puis quelle joie pour le garçon de boutique de pouvoir tutoyer son patron, pour les salariés de toute classe de parler à ceux qui les payaient comme on leur parlait à eux-mêmes. Bien qu'aucune loi ne l'eût sanctionné, la réforme fut donc appliquée avec une rapidité touchante. En moins de 8 jours. Tous les Parisiens étaient devenus des amis intimes ou du moins se traitaient comme tels. Profitant de cet engouement, le vaudevilliste Aristide Valcourt donna bientôt une petite pièce intitulée « Le vous et le toi » dont le succès fut prodigieux. Nous invitons, écrivait le Moniteur universel, nous invitons les citoyens qui ont quelque répugnance à prononcer ce toi qui doit être le lien de la fraternité et aller au théâtre de la cité applaudir le vous et le toi. Sans doute, comme le firent tous ceux qui assistèrent à la première représentation, ils sortiront en tutoyant leurs voisins. Le facultatif qu'il était, le nouvel usage allait rapidement devenir obligatoire dans la pratique. Restez fidèles aux anciennes formules, vous déconsidérez. Un homme le faisait tenir pour suspect et comme les inventions de la capitale s'exagèrent toujours en province, beaucoup de villes se montrèrent encore plus intransigeantes que Paris. Témoin cette délibération prise le 24 Brumaire en 2 par le comité révolutionnaire du département du Tarn et consignée dans ses registres. Elle résume la question du tutoiement mieux qu'aucune autre pièce officielle de la défiguration de la langue. Voilà ce que dit ce bulletin. Le comité révolutionnaire, considérant qu'il est de l'essence de son institution de contribuer de tout son pouvoir à l'anéantissement des abus du régime ancien, considérant que les principes éternels de l'égalité ne peuvent pas souffrir qu'un citoyen dise vous à un autre citoyen qui lui répondront par toi, considérant que le mot vous adressé à un particulier choque également les règles de la raison, du bon sens et même de la vérité rigoureuse, puisqu'un particulier n'est pas plusieurs. Considérant enfin que le langage d'une nation régénérée ne doit pas plus être celui d'une nation esclave, mais qu'il doit être le signe et le garant de la régénération. Arrête. Article 1er. Le mot vous dans les pronoms et dans les verbes, quand il n'est plus question que d'un seul individu, est dès à ce moment banni de la langue des Français libres et il sera dans toutes les occasions remplacé par le mot tu ou toi. Article 2. Dans tous les actes publics ou privés, le tu ou le toi sera scrupuleusement substitué au vous quand il s'agit d'un individu. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, affiché et envoyé aux sociétés populaires et aux autorités constituées du département du Tarn. On voit que le comité révolutionnaire d'Albi se montre beaucoup plus énergique que la Convention elle-même, le midi, à toutes les audaces. Le remplacement des mots monsieur et madame par les appellations de citoyens et citoyennes est antérieur de quelques mois au tutoiement obligatoire. Il fut officiellement décidé par un arrêté de la Commune de Paris en date du 21 août 1792. L'une et l'autre mesure s'inspiraient d'ailleurs du même principe, supprimer les distinctions qui avaient existé naguère entre les classes de la société. Une anecdote rapportée par Mercier dans son Nouveau Paris fait saisir ce qu'on reprochait à 2 termes consacrés depuis bien longtemps par l'usage. Voilà ce qu'il dit, ce moniteur. Dans une assemblée primaire, on faisait l'appel nominal. Le président appelait chaque membre un peu riche, monsieur, et les autres par leur nom tout court. Il appela ainsi sans respect un jeune vigneron.
Je vous y attendais, s'écria celui-ci. Pourquoi ne m'appelez-vous pas monsieur, tout comme vous avez appelé mon voisin? Avez-vous oublié la politesse nouvelle de l'égalité? Sonnez-vous que chacun de nous est monsieur et que personne ne l'est. Ce fut la seconde solution qui prévalut. Exaucant les vœux du vigneron, on confondit sous la même rubrique le chambertin et la piquette. Il n'y eut plus qu'un nom pour tout le monde. Bientôt, les clubs, les salles de réunion, les moindres mairies de campagne collèrent à leurs murs des affiches sur lesquelles chacun pouvait lire « On ne connaît ici que la dénomination de citoyen ». Dans ces placards, devenus assez rares aujourd'hui, le musée Carnavalet possède encore un exemplaire. Oserons-nous dire qu'il constitue l'une des spécialités de la maison? Il y a une trentaine d'années, le grand-duc Vladimir de Russie, qui venait souvent rue de Sévigné, s'arrêtait volontiers devant la fameuse affiche et se tournant vers son officier d'ordonnance, lui disait brusquement « Tatichef, appelez-moi citoyen », après quoi un riche homérique secouait son Altesse impériale. C'était le temps où les grands-ducs ne croyaient pas encore que la Révolution française fut un article d'exportation. Peut-on en revenir au vocabulaire de 93? L'appellation officielle s'imposa rapidement. Notre répertoire classique lui-même dut oublier le mot monsieur et devers des portraits du misanthrope. Il tutoie en parlant ceux du plus haut étage, et le nom de monsieur est chez lui hors d'usage, fut remplacé par cette version nouvelle. Le nom de citoyen est chez lui hors d'usage, et d'être tutoyé lui paraît un outrage. Quelquefois, pourtant, des patriotes moins bon teint que les autres, par malice et par inadvertance, laissèrent échapper l'ancienne formule. Le 22 juillet 1793, un artiste de l'opéra comique, ayant à faire une annonce au public, eut ce début malheureux. « Messieurs, dites citoyen !» crièrent de mille voix. « Citoyen, Madame Génie !»« Dites la citoyenne !»« Citoyen, la citoyenne Génie étant indisposée, nous vous prions d'agréer à sa place Madame Chevalier. » Alors ce fut une tempête indescriptible. L'infortuné eut beau s'excuser, invoquer son étourderie, ses vieilles habitudes, tous les petits blancs volèrent sur scène. Tous les petits bancs, volèrent sur scène. Relatant l'incident, le lendemain, le journal des spectacles le fait suivre de quelques réflexions assez judicieuses. N'est-il pas vrai que les mots citoyen et citoyenne qu'on a proposés pour remplacer les anciennes qualifications sont insuffisants? Lorsqu'on dit la citoyenne Saint-Aubin, la citoyenne Desforges, qu'est-ce qui m'apprend que l'une est mariée et que l'autre ne l'est pas? C'est pourtant ce dont je suis instruit quand j'entends dire madame pour la première et mademoiselle pour la seconde. Je ne discuterai pas la question politique de savoir si le titre de citoyen peut également appartenir à tous les hommes, mais je dirais que celui de citoyenne ne saurait convenir à toutes les femmes. Et le rédacteur, élargissant le débat, de conclure. Les hommes raisonnables ne devraient pas soupçonner, inculper même un autre homme par cela seul qu'il les appelle messieurs ou citoyens. Et là, jusqu'à ce moment, les mots n'ont que trop d'influence pour que nous n'exhorcions pas nos compatriotes à les abandonner pour les choses. C'était parlé avec bon sens, mais notre journaliste avait affaire à trop forte partie. L'influence des mots sur les choses devait régner longtemps et les anciennes appellations allaient être aussi vigoureusement combattues par les hommes du directoire que par le gouvernement jacobin. Lisez plutôt un arrêté daté de l'an 4, que ceux qui veulent monsieuriser restent dans les coteries, qu'ils admettent ce langage, mais ces messieurs doivent renoncer à être employés par la République. Et cette prose administrative n'émane pas du premier venu, elle est signée du grand Carnot. Imaginons un Parisien ayant quitté la capitale en 1791 et la revoyant 2 ans plus tard. Comment le malheureux pourrait-il s'y reconnaître dans une ville où 1400 rues viennent d'être débaptisées au nom des immortels principes? On a maquillé leur état civil, brouillé leurs plaques indicatrices comme on bat les cartes d'un jeu de piquet. L'exécution a commencé par les voies parisiennes de l'enseigne du roi et de la cour. Il n'y a plus de place royale, mais une place des fédérés. Plus de place Louis XV, mais la place de la Révolution. Plus de rue Bourbon, mais une rue de Lille. De même, la place Louis-le-Grand est devenue place des Pics. La rue Monsieur-le-Prince, rue de la Liberté. La rue Madame, rue des Citoyennes. Et la rue du Roi de Sicile, dédiée aux frères de Saint-Louis, rue des Droits de l'Homme. Pas plus de ménagement à l'égard des grands hommes qui ont servi la monarchie. Désormais, la rue Richelieu s'appelle la rue de la Loi et la rue Neuve-Richelieu, près de la Sorbonne, rue Chalier. Mais tout cela n'est rien encore. Il importait surtout d'en finir avec les titres inspirés par la superstition, c'est-à-dire avec les noms de saints qui pullulaient au coin de nos rues à Paris. Les saints ont fait autant de mal que les princes, a proclamé Grouvel dans un rapport au Conseil général de la Commune. Il fallait remplacer le culte des imbéciles et des hypocrites de la légende par celui des amis de la raison.
Aussitôt, les légions d'ouvriers se sont mis à laïciser des centaines de petits carrés de pierre. On a transformé la rue de Saint-Denis, Saint-Roch, Saint-Antoine, etc. en rue Denis, Roch et Antoine, tandis que le petit cul-de-sac Saint-Fiacre devenait, sauf votre respect, cul-de-sac fiacre. Moins heureux encore que les saints, les deux anges de la rue du même nom se sont vus supprimer complètement. Place de la Croix-Rouge, au mot croix était substitué le mot bonnet rouge, ce qui respectait la couleur mais modifiait un peu la signification, n'est-ce pas? Et rien n'a paru plus logique dans une ville où les églises elles-mêmes venaient de recevoir de nouveaux parrainages. Notre-Dame s'appelait désormais Temple de la Raison, Saint-Gervais Temple de la Jeunesse, et Saint-Laurent probablement affecté au mariage républicain, Temple de l'Imam et de la fidélité. Si nous nous éloignons de Paris, nous verrons la même fantaisie présider au changement de nom des villes, petites ou grandes, qui ont demandé à faire peau neuve. Il y en a 6000 dans ce cas, 6000 qui ne peuvent plus supporter leur ancienne dénomination pour des raisons bien naturelles. Comment de braves patriotes abritent-ils sans rougir des pays tels que Bourg-la-Reine, Bois-le-Roi, Bourbon-l'Archambault? Vite qu'on rebaptise plus décemment ces malheureuses localités et qu'on en autorise d'autres à se libérer du mot saint qui les blesse depuis trop longtemps. Ça fait déjà des siècles que nous voulons nous en débarrasser, disent certains patriotes. Leurs vœux seront exaucés. Saint-Cloud ne tardera pas à devenir Clou, tout court. Saint-Cyr, en veine de calembour, s'appellera 5 bougies. Et le record de l'échafaudage et de la débilité sera détenu par une commune des Deux-Sèvres qui n'hésitera pas à supprimer 2 fois la syllabe malencontreuse. Saint-Symphorien-sur-Sèvre ne sera plus que Forien-sur-Sèvre. Autant de gagné pour les gens qu'un peu de zézément afflige. Bien souvent, des noms entièrement nouveaux viendront remplacer les anciens. Saint-Denis prendra celui de Franciade, Meudon celui de Rabelais, Montmorency celui d'Émile, en souvenir de Jean-Jacques Rousseau. Saint-Germain-en-Laye voudra être Montagne du Bon-Terre, Saint-Malo, Victoire Montagnarde, Saint-Lô, Rocher de la Liberté. Une trentaine de communes françaises se placeront sous l'égide de Marat. D'autres auront des imaginations singulières. Saint-Léonard, faubourg d'Angers, se baptisera Fruits sucrés. Saint-Jean de Bournay, dans l'Isère, qui n'a pourtant rien de maritime, Toile à voile. Et Coulanges, dans le Loir-et-Cher, s'intitulera, afin de supprimer les anges cou sans culotte, comme si personne pouvait penser que la place des culottes fût autour du cou. Mais arrêtons une énumération qui serait vite fastidieuse. Tout ce qu'on peut dire à sa décharge, c'est que les noms donnés au pays furent encore moins bizarres que les noms choisis pour eux-mêmes ou pour leur famille par bon nombre de citoyens. Voilà ce que dit un certain petit quatrain. Allons, bravo, point de scrupule, débaptisons-nous, mes amis. S'appeler Jean, Jacques ou Denis, tenez, rien n'est plus ridicule. Disait un rimeur d'époque. Et de fait, les saints du calendrier étant maintenant à l'index, il fallait chercher autre chose, donner à ses enfants des noms de personnages antiques, de célébrités contemporaines, d'épisodes révolutionnaires ou de grandes vertus républicaines. À l'usage, on obtint aussi des résultats bien savoureux. Outre une épidémie de Brutus, de Lycurgue, d'Épaminondas, on eut une floraison de nouveau-nés qui s'appelait 10 août, Fructidor, Constitution. Un sans-culotte nomma son fils Maracouton-Pic et le ministre Lebrun sa fille Civilis Victoire Gemap Dumouriez. Supposons que les deux jeunes gens soient plus tard mariés ensemble. Il y avait là de quoi compliquer leurs effusions conjugales. Et pourtant on vit mieux encore. Le citoyen Laco, des Hautes-Alpes, ayant à déclarer un enfant du sexe féminin, lui infligea le doux prénom de Phytogynéanthrope, qui doit signifier en grec « femme procréant des guerriers ». En se torturant ainsi la cervelle, les braves gens de 1793 croyaient renouveler le monde antique, se rapprocher d'Athènes et de Rome. Mais sans doute se rapprochait-il tout simplement de Charenton. Je vais maintenant terminer cette deuxième partie de la Révolution française. Je vous ferai sûrement mardi
une lecture, je finirai la lecture, nous en sommes à un tiers à peu près du livre, nous irons dans les galanteries révolutionnaires, donc je vous ferai mardi, je pense, et jeudi aussi les lectures de cette vie au temps de la Révolution avant de conclure pour les vacances de Noël. Je vous remercie tous d'être venus pour cette histoire de France, la vie au temps de la Révolution, deuxième partie. Mise en place des droits de l'homme et du citoyen, où le français deviendra à ce moment-là un citoyen et non un individu à part entière, voulu par les philosophes et la Révolution. Suppression de la taxe sur la farine par les républicains malgré que le peuple ne le souhaitait pas, et le roi avait réussi à repousser cette taxe le plus longtemps possible, puisque les bénéfices de vente auraient été supprimés. Conséquence, perte d'argent pour les paysans et les artisans, ce qui les aurait mis dans une pauvreté considérable. Nous espérons que cette vidéo vous aura éclairé sur les conséquences de la Révolution et vous permettra de comprendre la vie des révolutionnaires mais également le reste de la population française. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France. La vie au temps de la Révolution partie 3.